Et on commencera cette émission par l'UFC du week-end qui a vu Caio Borralho s'imposer face à Jared Cannonier. On parlera aussi de la très intéressante interview de Sean O'Malley pour ESPN. Et puis on reviendra bien sûr sur la conférence de presse qui a eu lieu au PFL en vue du combat entre Francis Ngannou et Renan Ferreira. Et comme à chaque émission, on fera le tour de toutes les actualités majeures du jour et du week-end. Et oui, nous sommes le lundi 26 août 2024 et comme à chaque émission, on fait le tour de l'actualité. C'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. En conférence d'après-combat, Caio Borralho a expliqué qu'il n'était pas venu pour grappler ce soir-là, mais pour amener le feu, pour amener de l'intensité. Il pense même que l'arbitre aurait dû arrêter le combat avant la fin. Il dit que personne n'a jamais fait ça à Jared Cannonier, que lui il l'avait énormément étudié, et il parle de la plus belle performance de sa carrière à ce jour. Il s'est aussi dit très satisfait de son jab et de ses calf kicks, et que maintenant les gens savent qu'il est capable de lutter, de grappler, mais aussi de rester debout, de faire un combat de striking et surtout de le faire pendant 5 rounds, ce qui le rend très fier. Et il s'est dit prêt à affronter n'importe qui pour continuer à grimper. Alors il a appelé Dricus du Plessis, mais il doit bien savoir dans un coin de sa tête que c'est peut-être un peu tôt, il y a du monde devant lui. Par contre, il serait pas contre être le 3e homme pour la prochaine défense de titre de du Plessis face à Strickland. Être le backup fighter, comme on dit, faire sa pesée et puis être prêt à monter dans la cage si un des deux était blessé ou malade le soir du combat. Moi, personnellement, de ce combat-là, ça m'a surpris que Caio Borralho reste debout. C'était pas le chemin le plus simple. Maintenant, il a peut-être voulu prouver, comme il l'a dit en conférence de presse. C'était un bon test, ceci dit, de ne pas se faire mettre KO par Cannonier. C'est pas donné à tout le monde. Je l'ai quand même trouvé moins mobile, moins sautillant. Il faisait moins d'entrée-sortie avec son jab, comme il a l'habitude de le faire. Mais bon, son style évolue aussi. Et puis je trouve, vous m'enlèverez pas de la tête que Cannonier devient moins bon. Je pense qu'il est sur la pente descendante. Et que forcément, sans rien enlever à Borralho, ça joue aussi. Sinon, on a aussi vu sur cette carte un très bon retour de Meerschaert. Alors franchement, c'était magnifique, je ne l'ai pas vu venir. Lui, il a expliqué que son adversaire avait une bonne gestion de la distance, de bons coups au corps, notamment un qui l'a envoyé au tapis. Il avait remarqué en préparant ce combat que Shahbazyan gagnait souvent ses premiers rounds. Il avait souvent, sur la carte des juges, le premier round était souvent pour lui. Il aime imposer son rythme dès le début du combat, du coup il l'a laissé faire et dès le 2e round il a senti que Shahbazyan commençait à être fatigué avant même de l'envoyer au tapis, ça n'a rien eu à voir avec ça, même si ça a accentué la chose. Il dit d'ailleurs que quand il était au sol, il a bloqué la plupart des frappes, il pense que Shahbazyan aurait dû se relever au lieu d'essayer de le finir, et puis quand il prenait toutes ses frappes au sol, il se disait, il est en train de s'épuiser et il va le payer plus tard dans le combat. Bon finalement c'était un plutôt bon calcul, et puis ça allait faciliter ses phases de grappling pour plus tard, et il a donné un conseil à son adversaire, il faut pas qu'il abandonne, il faut qu'il continue à s'entraîner, il est talentueux, c'est pas trop tard pour lui, ça a été une petite pépite quand il est arrivé à l'UFC, on a très vite parlé de lui comme un potentiel challenger à la ceinture, puis rapidement on a vu que c'était limité. Mais Meerschaert compare avec sa propre carrière à lui, il a mis énormément longtemps à arriver à l'UFC, il voulait même abandonner pendant un moment, il le dit. Moi j'étais très frustré, je m'entraînais avec des gars qui étaient à l'UFC, je m'entraînais avec des gars qui avaient des ceintures dans des grosses organisations, moi j'étais à 25-8 et je n'avais toujours pas reçu de coup de fil de l'UFC, donc il est arrivé dans la grosse ligue avec plus de 30 combats professionnels à son actif, ce qui est énorme, il travaillait encore à côté, il faisait l'écart et pourtant il arrivait à avoir un entraînement de professionnel, ce qui n'est forcément pas facile. Et puis pour la suite, il aimerait affronter Paul Craig, c'est un ancien classé, ça fait du sens d'après lui, et puis ça serait un bon match-up. C'est vrai que niveau grappling, ce serait vraiment l'élite de la catégorie, voire même l'élite de l'UFC, peut-être pas forcément en lutte, mais en tout cas en grappling, c'est toujours très très beau. Et il a déclaré avoir toujours la ceinture en ligne de mire, peu importe ce que pensent les gens. Alors pour revenir sur ce combat, moi personnellement je pense que Shahbazyan a fait une erreur en essayant de contrer le takedown avec le genou. C'est vrai que quand ça passe, c'est magnifique, il avait déjà envoyé quelques genoux dans le combat, on a tous en tête le KO de Romero sur Weidman, mais ce genre de technique ça passe une fois sur 100, alors peut-être qu'il était complètement rincé, comme l'a dit Meerschaert, et que du coup il s'est dit bah allez le coup de genou c'est ma dernière chance. J'ai trouvé ça un peu bizarre, surtout qu'il était il était bien Shahbazyan, il faisait un beau combat, il touchait bien, et puis Meerschaert avait l'air complètement ailleurs, il avait l'air totalement à côté de ses pompes. Mais comme quoi, ça ne veut rien dire, tout est possible en MMA.
En conférence de presse, on a aussi eu Michael Morales qui expliquait qu'il voulait finir le combat au premier round, mais que ce n'était pas la stratégie. Hein. Je rappelle qu'il s'est bien fait coller à la cage. J'ai cru qu'il allait finir par se faire amener au sol et finalement il nous sort ce magnifique coup de coude. C'est un classique, hein, on le dit toujours, le premier qui lâche le corps à corps, le premier qui lâche le clinch, il a tout intérêt à frapper ou alors à désaxer très vite. Parce qu'en général, on le dit, celui qui lâche le corps à corps, il est mort. Et là, on l'a vu, un magnifique coup de coude, et il le dit, il est tombé devant mon coin, donc j'ai pu continuer ma phase, et d'ailleurs il n'a pas eu peur d'aller au sol, hein, félicitations à lui, j'ai pu continuer ma phase de combat tout en suivant les instructions de mes coachs, ce qui m'a beaucoup aidé, et puis tout comme les autres, il est prêt à affronter n'importe qui, il sera prêt quand l'UFC le veut, mais il a cité par exemple Vicente Luque, Chiesa, et il a parlé de Gary aussi, mais bon, Gary est quand même bien devant lui au classement, franchement ça m'étonnerait. Ça reste un combat positif pour lui, un KO au premier round, beaucoup de coups de retournée, il a passé le test, pas comme Malotte. Hein. Neil Magny avait cassé la hype de Mike Malotte il y a quelques mois. Lui, il n'est pas tombé dans ce piège-là, il a bien réussi à défendre le takedown et il n'a pas eu peur de suivre au sol. J'ai vraiment hâte de voir la suite pour lui. Sinon, sur la carte, rapidement, on a aussi eu la finale du TUF. Chez les poids moyens, j'ai adoré, c'était un combat très ouvert. C'était vraiment deux mecs qui veulent prouver à l'UFC qu'ils ont leur place, qui vont donner tout leur cœur. Et même celui qui a perdu, je serais pas étonné qu'il soit quand même signé par l'UFC. Ils se sont donnés à fond, c'était un beau combat. Et puis chez les poids plumes, là, c'était un peu différent. Debout, il y avait une vraie différence de niveau. Par contre, le KO, il est magnifique. Désaxe, il envoie le crochet au menton, l'autre, il s'écroule. Si vous n'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir ça. C'était vraiment très très beau. Mais vous voyez, à choisir entre les deux, j'ai quand même préféré celle des poids moyens parce que c'était plus ouvert, c'était plus équilibré aussi. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à la regarder. On va maintenant passer à l'interview de Sean O'Malley, interview qu'il a donnée à ESPN MMA, et vous allez voir, il y a deux choses très très intéressantes. O'Malley, hein, derrière ses cheveux rouges, ses tatouages, son trash talk un peu particulier, il a quand même une vision très claire de l'avenir, et vous allez comprendre tout ça tout de suite. Il a commencé déjà par dire qu'il voulait vraiment combattre à la sphère. Il a déjà combattu dans plusieurs salles à Las Vegas. Là, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas combattu. Et avant même d'avoir le coup de fil de l'UFC, il savait qu'il était sur le tableau. Il disait, voilà, l'UFC nous avait dit, on sait pas, ce sera peut-être toi, ce sera peut-être un autre. Du coup, il avait déjà commencé son camp d'entraînement comme si c'était fait, comme si c'était signé pour être prêt le jour J, ce qui nous prouve à quel point ça reste quand même un excellent professionnel. Et du coup, quand il a reçu le coup de fil, il n'a pas hésité une seconde, il a tout de suite accepté. Concernant Merab Dvalishvili, il le dit, il est sur une série qui est impressionnante et pas contre n'importe qui. Ça fait des années qu'il n'affronte que l'élite. Il n'a pas voulu combattre son ami et champion Sterling à l'époque, alors qu'il aurait pu avoir sa chance à la ceinture largement. Il a choisi de rester en retrait. On peut pas lui reprocher, hein. Franchement, Merab Dvalishvili, très loyal. Et il explique aussi que lui, O'Malley, aurait pu affronter Merab pour sa première défense de titre suite à sa victoire sur Sterling, mais qu'il a préféré prendre sa revanche sur Vera. Et il dit en rigolant, pour récupérer mon invincibilité. Bon, on le sait, hein, Sean O'Malley, il a toujours dit qu'il était invaincu, que c'était une erreur contre Vera, etc. Bon, on connaît le personnage. Concernant l'événement à la sphère en lui-même, il dit la promo est un peu différente pour l'instant, surtout au niveau des visuels, mais moi je dois me concentrer sur le combat et pas sur tout ce qui se passe autour. On a aussi l'impression, vous le savez, qu'à chaque combat, Sean O'Malley doit répondre à des questions différentes. C'est-à-dire contre Sterling, on s'est dit, bon, est-ce qu'il va réussir à battre un lutteur, grappleur? Ça va peut-être être compliqué pour lui. Il dit finalement, il m'a amené 2 fois contre le grillage, il n'a jamais réussi à m'amener au sol. Quand j'ai affronté Chito Vera, on a dit attention, O'Malley, il n'a pas un très bon cardio, alors que Chito, son cardio est énorme. Il dit bon, bah finalement, ça a encore été un test réussi pour moi. Et là, on me ressort le truc que Merab va venir me tester en lutte. Il dit je peux vous dire une chose, Merab, il va pas tester ma lutte parce que je vais le mettre KO très rapidement. Et ça, j'en suis convaincu. Et encore une fois, une petite blague, hein, c'est du Sean O'Malley tout craché. Il dit en plus, Merab, il a une énorme tête, un énorme nez. Je ne peux pas le louper. J'ai drop tous mes anciens adversaires. Lui aussi, je vais le drop. Et même si je ne voulais pas le frapper à la tête, j'arriverai à le frapper par accident, tellement elle est énorme. Vous connaissez Sean O'Malley maintenant. Il s'est aussi exprimé sur sa situation actuelle en expliquant qu'il a envie d'enchaîner les combats. Il pense être arrivé à un stade de sa carrière où il n'a pas besoin d'être champion pour que son combat soit énorme, pour qu'il y ait beaucoup d'engouement autour du combat. J'en suis pas encore convaincu personnellement. Il dit, peu importe la catégorie, peu importe l'adversaire, le combat sera très médiatisé et l'argent viendra avec. Écoutez, c'est tout ce que je lui souhaite. Et puis on lui a demandé quels étaient aussi ses objectifs, hein, forcément. Il veut défendre plusieurs fois la ceinture, et il le dit, l'idéal ce serait de défendre ma ceinture contre Merab, de le mettre KO, et de prendre ensuite le vainqueur de Topuria contre Holloway. C'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup, mais il est resté un peu évasif, et puis il aimerait bien un jour aller faire de la boxe anglaise, il l'a jamais caché. L'avenir nous le dira.
On le sait qu'il a un petit bif aussi avec Conor McGregor. Alors il a expliqué qu'avant il était fan de McGregor, qu'il l'a très souvent dit sur les réseaux, dans des interviews, et que Conor ne lui a jamais vraiment rendu l'appareil, il a jamais vraiment encouragé, il a cité son nom en disant ouais il est plutôt bon, mais il a jamais été vraiment dans l'engouement. Il dit moi à sa place j'aurais essayé de donner des conseils, j'aurais même été un mentor pour un jeune qui me prend pour idole. Lui ne l'a pas fait, et maintenant que Sean O'Malley est champion, il a l'impression qu'il ressent un peu de jalousie, que Conor est jaloux, qu'il essaye de le piquer. Bon écoutez, moi je pense que ça fait parler des deux, surtout de Sean O'Malley, et que ça le met un peu en valeur. Et enfin, il estime être à 3 combats d'être dans la conversation pour le GOAT, le Greatest of All Time. Il pense que s'il met KO Merab, ensuite il bat le vainqueur de Topuria contre Holloway, qu'il redescend dans sa catégorie et qu'il bat Umar Nurmagomedov, là il aura la légitimité sportive, mais aussi la légitimité pour tout ce qui est du show autour de la cage. Et il approfondit en disant Conor McGregor, personne te dit que c'était le meilleur de tous les temps. Par contre, au niveau du divertissement, au niveau de l'entertainment, c'était le meilleur. Moi, je vais être le meilleur dans la cage et en dehors de la cage. 3 combats, moi, ça me semble juste, mais par contre, je suis d'accord. S'il met KO Merab, il bat le vainqueur de Topuria Holloway. Je pense surtout si le champion est Topuria, ça va lui apporter énormément. Et il redescend, il bat Umar Nurmagomedov, qui lui est invaincu. Là, franchement, il va faire parler de lui, ça va être un truc de dingue. Alors, il n'aura pas le nombre de défenses de GSP ou de John Jones, etc. Mais c'est vrai que ça le mettrait vraiment très très haut dans la conversation. Moi, je pense que ça demande encore plus que ça pour être considéré le meilleur de tous les temps. Mais vraiment, ces 3 combats-là, il n'a pas tort, ça pourrait le mettre dans une situation vraiment géniale pour lui. On enchaîne tout de suite avec la conférence de presse. Ngannou contre Ferreira, on sait, le combat va avoir lieu le 19 octobre. Les deux étaient restés assez discrets jusqu'à maintenant. On a enfin eu la conférence de presse. Bon, le PFL, j'aime bien le PFL, j'aime bien ce qu'ils font, mais ils se sont sentis obligés de faire venir Jake Paul pour se mettre entre les deux au moment du face-off. Bon, ça fait professionnel d'un côté, mais de l'autre, je sais pas, on est un peu dans le show, on est un peu à Hollywood, etc. Bon, ils essayent de trouver leur public aussi, peut-être que ça fonctionne, et puis de se distinguer de l'UFC, ce que je peux comprendre aussi. Ngannou a déclaré que ça avait toujours été le plan de recombattre MMA en 2024. C'est un deal qu'il avait avec le PFL qui date d'un bon moment. Donc il dit non, c'est pas une surprise. Je savais que je finirais par revenir à mes premiers amours avec le MMA. Il n'est pas intéressé par la conversation du GOAT des poids lourds. On en parle beaucoup à l'UFC en ce moment. Est-ce que c'est Aspinall le meilleur? Est-ce que c'est John Jones, etc. Il dit moi tout ça, ça m'intéresse pas. Ce qui compte, c'est de venir et de faire ce qu'on sait faire et de le faire le mieux possible. Et concernant la suite, il ne sait pas s'il va faire de la boxe ou du MMA. Pour l'instant, il est concentré sur Ferreira. Il n'a pas caché que le résultat du combat entre Usyk et Fury, la revanche, va beaucoup influer sur sa décision à lui. Mais il est resté très évasif là-dessus. Et vous le savez, un peu plus tôt, c'était la semaine dernière, Dana White a déclaré qu'à l'époque, Ngannou ne voulait pas affronter John Jones. Il a dit c'est pas vrai. Moi, à l'époque, c'est l'UFC qui me disait que John Jones voulait prendre sa retraite, qu'il voulait plus combattre, qu'il avait de l'argent, qu'il avait une vie très simple, que sa vie lui allait très bien. Il dit mais bon, maintenant l'UFC a besoin de parler, c'est eux qui contrôlent le narratif. Donc ils disent ce qu'ils ont bien envie de dire. Renan Ferreira, face à lui estime que le vainqueur sera le meilleur poids lourd au monde. Bon, il va pas dire le contraire, il essaye de se vendre au maximum, c'est sa chance, hein. Affronter Francis Ngannou, il a une lumière qu'il n'aura peut-être plus jamais dans sa carrière. Il estime pouvoir battre Francis debout, mais aussi pouvoir le lutter, pouvoir l'amener au sol et le soumettre. Ce qui est très bien, on ne demande qu'à voir Francis Ngannou se faire tester dans tous les domaines. On lui a demandé si l'attente n'avait pas été trop longue, hein. Son dernier combat c'était l'année dernière, si je dis pas de bêtises. C'était en 2023, je pense, octobre ou novembre, quelque chose comme ça. Il dit non, l'attente a été longue, mais je savais que ce combat viendrait. On me l'avait promis, j'en ai profité pour passer du temps avec ma famille et aussi sur m'améliorer, travailler mes points faibles, etc. Très sincèrement, c'était une conférence de presse assez simple, beaucoup de respect entre les deux hommes. D'ailleurs, je voulais le dire, Ferreira a dit en début de conférence de presse, Ngannou a eu une année très dure, mais le plus dur reste à venir quand il va m'affronter. Donc on aurait pu croire qu'il faisait référence au décès du fils d'Ngannou, et il a fait un tweet un peu plus tard en disant « J'espère que vous m'avez bien compris, je ne faisais pas allusion à son fils, je faisais allusion à ses combats contre Fury et contre Joshua, bien sûr, je ne tomberai jamais aussi bas pour faire la promotion d'un combat. » Énormément de respect entre les deux, voilà, les deux n'ont fait que dire qu'ils avaient du respect l'un pour l'autre. Ngannou a même dit qu'il suivait Ferreira bien avant ça, parce qu'il aimait son style, etc., etc. Donc je pense que le trash talk ne sera pas au rendez-vous, par contre j'espère que dans la cage on va avoir quelque chose de magnifique. Sinon, on sort un peu de tout ça maintenant avec de l'actu en vrac, comme je le dis souvent, et Dan Hooker qui estime que Conor McGregor aurait beaucoup plus d'intérêt à l'affronter lui, qui est sur une série de victoires, qui est dans le top 5, qui est très actif,
plutôt que d'affronter Chandler qui n'est pas dans le top 5, pardon, et qui sort d'une défaite. C'est vrai que d'un point de vue sportif, pour arriver à la ceinture, ce serait peut-être mieux. Maintenant, je pense que le nom de Chandler et tout ce qu'il amène, et puisque l'UFC doit à Chandler avec le tough, etc., je pense pas malheureusement que Hooker aura ce combat, mais il a raison de se placer. Il a l'impression que le torchon brûle entre Chandler et McGregor, hein, ça s'insulte un peu parfois, donc il essaye de se placer. C'est très intelligent de sa part. Et les amis, rapidement, avant de passer à plus d'actualité, si vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil à la chaîne YouTube UFC Analyse et Pronostic. Voilà, c'est un gars comme moi hein, qui est pas pistonné, qui est pas poussé, rien du tout, qui a lancé sa chaîne, il sort une vidéo tous les vendredis si je dis pas de bêtises, et il fait ses petits pronostics pour le week-end, et il analyse les combats qui sont passés le week-end d'avant. Voilà, c'est histoire de se soutenir entre jeunes youtubeurs, j'ai envie de dire. Voilà, il a 500 abonnés, si on pouvait le pousser un petit peu. Je trouve que son contenu est de qualité, hein, il sait de quoi il parle. C'est pas une question d'être d'accord avec lui ou pas d'accord avec ce qu'il dit, c'est juste que le ton est bon, je trouve, l'analyse est bonne. Du coup, si vous voulez aller le soutenir rapidement, on sera peut-être une vidéo, un de ces quatre ensemble. Donc c'est UFC, analyse et pronostic. J'espère que ça vous plaira. On a un vétéran du MMA, Chael Sonnen, qui pense que Khalil Rountree va foncer sur Pereira. Alors il dit walkthrough, donc presque le détruire. Ceux qui pensent que Pereira va détruire Khalil Rountree font une énorme erreur. L'UFC n'essaye pas de protéger Alex Pereira. Je pense que c'est une grosse erreur de penser comme ça. Écoutez, l'avenir nous le dira. C'est vrai que beaucoup pensent que Khalil Rountree a une chance énorme et que c'est un match-up qui va avantager Pereira. Moi, je pense ça. Je pense que c'est un match-up. Je dis pas qu'il va gagner, mais il est mieux à affronter Khalil Rountree que Ankalaev, pardon. Et d'ailleurs, Pereira a déclaré que Ankalaev ne voulait pas le combattre. Il dit, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est le lieu qui ne lui allait pas, ou il ne voulait juste pas m'affronter. Peut-être. Il n'est pas le champion. Il ne peut pas choisir ses combats. Il rend les choses difficiles, mais un jour, on va se rencontrer. Donc belle sortie de Pereira, c'est vrai que ça parlait beaucoup dernièrement, hein. On disait ah Pereira il est protégé, il veut pas affronter Ankalaev, là il sort du bois, il fait cette déclaration, je sais pas si c'est vrai. Maintenant j'ai pas l'impression que Pereira ce soit un mec qui soit particulièrement menteur. Il s'est aussi exprimé sur Israel Adesanya, notre ami Alex Pereira. Il pense que Adesanya a été blessé pendant le combat contre DDP. Il dit ouais, il a pas beaucoup envoyé les jambes, pourtant il a un inside leg kick, hein, donc le low kick intérieur, qui est très bon, mais il l'a pas beaucoup exploité, donc peut-être qu'il était blessé. Adesanya a répondu « C'est vraiment bizarre comment ce mec me connaît. C'est comme si il avait passé des heures à m'étudier et moi aussi, comme si on s'était étudié l'un et l'autre pendant des heures et qu'on s'était combattu à de nombreuses reprises. » Donc petite blague d'Adesanya. Alors est-ce qu'Adesanya a été blessé? Je sais pas. En tout cas, il a rebondi là-dessus. Il n'a pas fermé la porte à ça. Sinon, un petit peu de statistiques et de chiffres maintenant, vous savez que j'aime bien. Gerald Mirtier, suite à sa victoire du week-end, il a battu le record d'Anderson Silva pour le plus de finish chez les middleweight à l'UFC, donc chez les poids moyens, les moins de 84 kg. 12 victoires par finish, il bat le record. Et concernant le nombre de victoires par soumission à l'UFC, il est 3e à égalité avec Damian Maia, il en a 11. Le premier c'est Charles Oliveira avec 16, et derrière lui il y a Jim Miller avec 12. Donc lui il estime qu'il a encore beaucoup de combats dans le réservoir, donc peut-être qu'il va aller chercher de nouveaux records par la suite. Maintenant je vais vous parler de 4 combattants, il y a Dustin Poirier, Max Holloway, Justin Gaethje et Charles Oliveira. Il faut savoir que les 4 se sont tous affrontés les uns les autres, et là vous allez voir que le MMA ce n'est pas des mathématiques, parce que tout est possible. Dustin Poirier a battu Max Holloway, il l'a battu 2 fois. Pourtant Justin Gaethje a battu Poirier, mais Poirier a aussi battu Gaethje. Max Holloway a battu Gaethje. Enfin, Charles Oliveira a battu Gaethje et Poirier, alors que Max Holloway, lui, a battu Charles Oliveira. Franchement, c'est dingue de voir que ces 4 gros noms, ces 4 vétérans se sont tous affrontés. Ils sont tous toujours dans le haut de l'affiche, et les résultats des uns n'ont pas influé sur les résultats des autres. Alors, Holloway avait battu Oliveira chez les poids plumes. C'était Oliveira qui était descendu chez les poids plumes. Holloway l'avait battu au premier round. Et sinon, les autres combats ont tous eu lieu chez les poids légers, mais c'est dingue, hein. 4 gros noms comme ça qui se sont affrontés, l'un a battu l'autre. Alors Poirier, il a battu Gaethje, puis Gaethje l'a battu, ce qui est assez drôle. Comme quoi le MMA, c'est pas des maths, c'est pas parce que A a battu B, et etc. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est possible dans le MMA. Et comme je vous ai parlé de Max Holloway, il a fait une petite déclaration, je vous cite: « Si tout le monde pense que l'UFC 300 a été extraordinaire, attendez de voir ce qui va se passer à l'UFC 308, ça va être quelque chose ça va être une bonne soirée. » Très sincèrement, je ne demande que ça, c'est vrai que s'il arrive dans la même forme, ça va être impressionnant. Des nouvelles d'une ancienne championne de l'UFC, la première à avoir brillé à l'UFC, Ronda Rousey,
qui dit que tous les ans, la même rumeur revient, pardon, et elle dit, je me sens... C'est cool de se sentir aimé, c'est cool de voir que tu manques aux gens, mais je ne reviendrai pas, je ne combattrai pas. D'un point de vue neurologique, je ne suis pas prête à combattre. Elle l'avait dit, elle a eu des commotions cérébrales, etc. Donc elle ne peut pas revenir. C'est fini pour elle le haut niveau. Elle ne peut pas, donc elle ne reviendra pas. Mais elle est très contente que tous les ans la rumeur revienne. Elle sent qu'elle manque aux gens et forcément, ça lui fait très plaisir. Avant de terminer, des nouvelles de Mokaev, il a re-signé avec le Brave FC. Je dis qu'il a re-signé avec eux parce qu'il a commencé sa carrière là-bas, ou en tout cas il a eu quelques combats là-bas avant d'arriver à l'UFC. Donc c'est bel et bien fini pour l'instant avec l'UFC. Souhaitons-lui que les choses se passent bien avec le Brave. Et sinon, une petite annonce de combat, mais pas des moindres. Dolidze va affronter Kevin Holland à l'UFC 307. Très beau combat. Bon, Dolidze serait bien avisé d'amener le combat au sol. On sait que Holland, sa défense de lutte n'est pas terrible. Mais va-t-il faire ce choix-là? Ou va-t-il se faire toucher avant? Parce que Holland, ça frappe fort, c'est précis, ça va vite. La réponse à l'UFC 307 qui aura lieu le 6 octobre prochain. Et tout de suite, on a fait le tour de l'actualité. Si la vidéo vous plaît jusqu'à maintenant, likez-la, abonnez-vous, commentez. Et tout de suite, justement, on passe à vos commentaires avec la Minute Auditeur. Et je commence tout de suite avec Rakid92 qui me dit Cerudo est en mode entraîneur aussi, il est en train d'accompagner dans sa transition un futur prospect russe, Zorbek Sidakov, vous m'excuserez pour la prononciation, champion du monde de lutte. Écoute, j'étais pas au courant, je sais qu'il coachait un petit peu à côté, mais je savais pas à quel niveau. Un ancien champion du monde de lutte qui arrive à l'UFC, ça ne peut être que bénéfique, ça peut amener quelque chose d'énorme. J'ai hâte de voir ça pour la suite de l'UFC. Ensuite, on a Cloar et Cléo qui me dit petite précision sur le juge de Tuivasa. Il me semble que c'est la fédération australienne qui l'a viré. L'UFC n'a pas ce pouvoir. Les juges sont à ma connaissance pas désignés par l'organisation, mais par la fédération internationale ou locale. Dieu merci d'ailleurs, car sinon les décisions iraient toujours vers les athlètes que l'UFC veut faire monter. Déjà que ça arrive assez souvent. Bah, merci pour la précision, tu vois, j'étais pas sûr de mon coup, mais en effet, maintenant que tu le dis, je suis quasiment sûr à 100%. C'est la commission qui décide et de l'arbitre, et du juge, et même de certaines règles qui changent aux États-Unis. On le sait, dans certains États, il y a des choses autorisées et non. Donc, merci pour ta précision. Ensuite, j'ai Scorpion7319 qui me dit « Je ne comprends pas la logique de calibrer les caméras selon le combattant et que si ça change, ça serait compliqué. » Alors là, tu fais allusion à ce qu'a dit Dana White. Dana White a expliqué que si Sean O'Malley ou Merab Dvalishvili se blessaient pour le combat à la sphère, c'était catastrophique pour la production. Et donc toi, tu comprends pas pourquoi il y a juste à changer le mec, en fait. Mais je pense que la sphère, il y a des écrans partout dans la salle. Les murs, c'est des écrans, le plafond, c'est des écrans. Et je pense qu'ils ont prévu quelque chose de très particulier qui doit demander énormément de travail, peut-être pour la taille des images, la taille des vidéos, le calibrage, etc. Que ça prend du temps et que s'il y en a un des deux qui se blesse, il faut tout recommencer avec un autre combattant et que peut-être que l'UFC serait pris par le temps. Donc à mon avis, c'est surtout ça, parce que des UFC numérotés, des pay-per-view avec des changements de dernière minute, on en a vu et on en a vu, mais je pense que là, à la sphère, c'est vraiment très différent. Ensuite, on a ELH Shorts qui me dit « Je pense que le seul mec qui peut battre Topuria, c'est Movsar Evloev. » Écoute, peut-être, hein, je sais pas, après, Topuria, il est très bon au sol, hein, faut pas l'oublier, il est très bon debout. Evloev, on l'a vu, c'était très limite son dernier combat contre Allen. Moi, je pense que Topuria est supérieur, mais bon, le MMA, c'est pas des maths, je viens de le dire, je viens de le prouver, donc je vais pas aller à l'inverse de ce que je viens de dire. Mais oui, et puis en réponse, je te disais que moi, pendant longtemps, j'ai cru que Brice Mitchell, qui a un style de lutteur, de grappleur, allait pouvoir faire mal dans la catégorie. Malheureusement, Mitchell a perdu contre Topuria, puis contre Emmett. Je pense que Mitchell n'est pas assez concentré sur sa carrière de MMA. C'est mon avis à moi. Il est très parti dans... Il est un peu survivaliste, hein. Il a son potager, ses animaux, il construit sa maison, il construit ceci, cela. Mais oui, Movsar Evloev, pourquoi pas. Et il y en a peut-être d'autres, hein, qui vont pointer le bout de leur nez très prochainement. Sinon, on a Jinkoa d'Autriche, un long message, hein, je vais lire le message, vous en penserez chacun ce que vous voulez. Concernant le gala, entre parenthèses, limite pété de la sphère, on flirte avec le foutage de Cheutron de la part de Porky White quand il nous parle de catastrophe si un des protagonistes du main event venait à être obligé de se désister. Pour pallier à ce problème, il ne fallait pas faire un pay-per-view qui repose uniquement sur 3 combats, et encore, disons 2,5, car la trilogie Grassa-Shevchenko, même si ce sera indubitablement un beau match, qui ça intéresse réellement, t'as pas tort là-dessus. Si d'aventure, et en faisant le piaf de mauvais augure, Merab venait à ne pas pouvoir combattre le jour J à cause de cette coupure, ça n'arrivera pas, mais admettons, l'UFC reprogrammerait dans la foulée un O'Malley versus Davison Figueiredo ou un O'Malley contre Umar Nurmagomedov. Je ne suis pas certain que le gala perdrait en qualité ni en pouvoir de vente. T'as pas tort, par contre, je ne vois pas Umar Nurmagomedov prendre le combat au pied levé. Il l'a déjà plus ou moins fait entendre en conférence de presse. Par contre, Figueiredo, je pense qu'il foncerait. Et pour O'Malley, il vaut mieux prendre Figueiredo, je pense, que Umar Nurmagomedov, même si tout reste possible.
Quant à Henry Cejudo, c'est vrai que depuis son retour à la compétition, le gars reste sur 2 revers très serrés en Batam face à ce qui se fait de mieux dans cette catégorie, Merab ou Aljamain Sterling. Cela atteste donc du gros niveau qu'il possède encore et ne peut être que de bon augure pour le voir performer en moins de 57, une division qui physiquement lui correspond plus. Je suis d'ailleurs étonné qu'une rencontre entre ce gars et Brandon Moreno n'ait pas été bookée pour cette UFC 306 de la sphère. Les négociations ont dû planter car ce match aurait été de circonstance vu la fragilité de la carte et les origines de ces deux belligérants. Alors je crois que Moreno a dit qu'il faisait un break, qu'il avait besoin de se reposer, de se remettre les idées en place. Je pense que c'est ce qui explique cela aussi. Mais sinon ouais, ça aurait fait un super combat. Cejudo sur la carte et je suis d'accord, la sphère, la carte est un peu moyenne. Les noms, je veux dire les noms, parce que dans la cage ça peut te délivrer, on le sait, des fois t'as que des inconnus entre guillemets et ça donne des combats de dingue. Maintenant c'est vrai que l'UFC aurait pu faire un effort, mais peut-être qu'on sera surpris dans le bon sens. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié. Très prochainement, je pense commencer des épisodes là pour le mois de septembre, seulement en mode podcast, sans montage, je vous en avais déjà parlé, je vais pas être chez moi pendant quelques semaines, donc histoire de continuer à vous donner des infos, seulement des infos sans montage, ça va durer quasiment tout le mois de septembre, et après on reprendra les bonnes habitudes. Cette semaine, il devrait encore y avoir au moins 1 ou 2 autres vidéos. Merci de me suivre, je vous souhaite une bonne soirée, et on se retrouve très prochainement, salut!